Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans les débats de Punchline avec Bruno jeudi de Paris Match. Bonsoir Bruno. Bonsoir Laurence. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Et un autre Louis à Haussalter. Bonsoir. Bonsoir Laurence. À Marianne. On va revenir bien sûr sur cette journée de mobilisation dans l'éducation nationale avec des manifestations, quelques milliers de personnes dans les rues, que ce soit à Paris ou en région. Une mobilisation, alors évidemment les chiffres ne sont pas les mêmes si on se passe du côté du ministère de l'Éducation nationale que si on se passe du côté des syndicats. Pour le ministère, c'est à peine un tiers des enseignants qui étaient en grève. Les syndicats estiment que 75% des enseignants étaient en grève. Anyway, on va écouter ce que disent ces professeurs, la parole de professeurs, écoutez ce qu'ils disaient dans les manifestations. Dans les attentes sanitaires, il y a effectivement avoir des capteurs SCO2, des masques FFP2 et tout ça. Mais là, on fait grève contre un mépris institutionnel, un mépris du ministre. Ce qu'on souhaite, c'est évidemment plus de moyens surtout humains, c'est comme à l'hôpital, quoi. Il faut plus de moyens, donc plus de personnel, peut-être aussi moins d'enfants par classe. Il faut que le métier soit aussi plus attractif, il faut que le salaire soit revalorisé, il y a beaucoup de choses comme ça. Ce qu'on demande depuis longtemps, c'est que le ministre prenne en considération les personnels qui sont sur le terrain et on demande des concertations et qu'ils prennent conscience que la manière de nous informer de ce qu'ils décident se fait sans concertation, au pied levé, sans que les acteurs de terrain puissent intégrer, discuter et du coup appliquer correctement ce qui est décidé. Voilà pour ces paroles de professeurs recueillies aujourd'hui. Louis Haussalter, elle était prévisible, cette grogne, ce mouvement de colère, il était prévisible. Oui, parce qu'il est assez inédit. Même le syndicat des inspecteurs de l'éducation nationale, même les chefs d'établissement se joignent à la grogne. En tout cas, eux aussi manifestent leur incompréhension face à la complexité des protocoles. En fait, il y a à la fois le fond et la forme. Le fond, ce sont ces protocoles, c'est la gestion elle-même de la crise Covid dans les établissements scolaires, toutes les embêtements, changements de programme, gestion que ça comporte pour les chefs d'établissement, les enseignants, les parents d'élèves, et puis les conséquences pour les enfants eux-mêmes. Et puis la forme, c'était la communication du gouvernement, et ça on en a déjà parlé avec vous Laurence, la façon dont pendant les vacances de Noël, ni le ministère de la Santé ni le ministère de l'Éducation n'ont priorisé la communication sur la rentrée scolaire, et la façon dont tout a changé, souvent à la dernière minute, depuis que la rentrée scolaire a eu lieu, parce que le gouvernement a voulu qu'elle ait lieu, tenant par là une ligne cohérente depuis le début qui est de tenter de maintenir l'école ouverte coûte que coûte, mais quand on veut maintenir l'école ouverte, il faut s'organiser derrière, et c'est l'organisation et la communication donner les moyens empêcher. Aussi, bien sûr. Alors juste sur la mobilisation, le ministère de l'Intérieur m'a entendu, les chiffres viennent de tomber, 77 500 personnes dans les rues, dont 8 200 à Paris. Reste raisonnable. C'était ce qui était d'ailleurs anticipé par les services de renseignement quasiment à l'unité près. Non, mais ça reste raisonnable. Mais sur la grève dans les écoles, le gouvernement aurait tort de la minimiser parce que pour le coup, elle est réelle. Aujourd'hui, il y a eu des grèves partout en France, beaucoup de classes fermées, beaucoup de collèges et même de lycées où ils étaient un peu moins concernés par ces protocoles, puisque le fameux protocole concernait l'enseignement primaire. Donc elle est importante et c'est sans doute la première grande grève et c'est pas rien en plein Covid. On est quand même dans une situation de crise sanitaire et c'est quand même un mouvement important, alors que franchement, tous les études montrent que les Français ont vraiment la tête dans le sanitaire et pas trop ailleurs, d'ailleurs pas trop à la présidentielle et beaucoup dans la crise sanitaire. Donc il ne faut pas minimiser cette affaire. D'ailleurs, le gouvernement prend ça au sérieux. Jean Castex a reçu les organisations syndicales en fin d'après-midi avec Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran était en visio puisqu'il a attrapé le Covid. Apparemment, il est positif depuis aujourd'hui. Donc non, il ne faut pas du tout minimiser. Le gouvernement le fait pas et je pense qu'il a intérêt. Il y a vraiment parce que très vite beaucoup de choses peuvent remonter, s'agréger. C'est-à-dire que les élèves, les étudiants, les lycéens. Non, mais sur la forme, sur le fond, ce qu'a décrit Louis, évidemment, ça c'est important. L'espèce de débordement normatif qui a déferlé sur l'école, mais c'est comme ça. Mais au-delà de ça, il y a ce sentiment que c'est vrai que on
comprend pas pourquoi ils n'ont pas été foutus de mettre des capteurs de CO2 alors que ça fait 2 ans qu'elle est là, cette crise. Pourquoi moi je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pu distribuer des masques FFP2 aux enseignants s'ils le réclamaient. Enfin, peut-être qu'ils sont en première ligne. Si on veut que l'école fonctionne, il faut peut-être les équiper. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, des petites choses et à la fois des choses de fond qui remontent. Et puis évidemment l'envie aussi de prendre pour les syndicats. Là, je parle des syndicats, les fameux syndicats de l'éducation nationale, qui eux évidemment cherchent à prendre leur revanche sur un ministre qu'ils n'aiment pas. Mais là, en l'occurrence, le ministre se trouve pris entre deux feux, entre des parents d'élèves qui sont excédés et des syndicats d'enseignants et des enseignants qui, globalement, l'aiment pas beaucoup. Oui, Ragnel, je suis bien d'accord avec ce que vient de dire Bruno Jeudi. Et l'ironie de l'histoire, figurez-vous, c'est qu'en pleine grève, moi, je vois, j'ai reçu 3 mails des établissements de mon enfant avec les nouveaux protocoles sanitaires. Et j'ai passé à peu près 25 minutes à tout lire. Il fallait que je fasse des impressions dans tous les sens. Je me suis dit, putain, c'est complètement incroyable. Mais du coup, politiquement, oui, le gouvernement a bien raison de considérer ce qui s'est passé aujourd'hui au sérieux. Là, pour le coup, les syndicats, effectivement, qui avaient toujours été si vous voulez, n'avaient jamais l'ascendant sur le ministre depuis le début du quinquennat, là, ils tiennent enfin leur petite revanche. Et du coup, pour le gouvernement, tout l'enjeu, c'est que surtout ça ne devienne pas un problème politique qui s'inscrive dans le temps. Donc l'objectif de la réunion, là, en ce moment même, avec Jean Castex et les syndicats, c'est surtout de dégonfler, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux préavis de grève. Et il y aura des annonces notamment de territorialisation de la gestion de la crise sanitaire avec les protocoles par département dans chaque académie en France. Et donc, à partir de demain ou après-demain, si les syndicats sont d'accord avec ça, ça voudra dire qu'en fait, il y aura un protocole sanitaire en fonction de l'endroit où vous habitez. Alors, il faut que les syndicats acceptent. Et par rapport à ce que vous disiez, cher Bruno, sur les masques FFP2, eh bien, a priori, il y a des livraisons qui devraient arriver très rapidement. Voilà. Donc, vous ne saviez pas où étaient ces masques. Et bien, en tout cas, ils vont sans doute arriver. C'est quand même dommage que pendant 15 jours de vacances, ils n'aient pas réussi à les trouver. C'est bien dommage. C'est des petites choses certains profs disaient qu'ils n'étaient pas livrés depuis le mois d'octobre en masque. Mais oui, bien sûr, mais c'est des petites choses qu'il faut comprendre la vie d'un prof et la vie d'un directeur d'école. Et qui montre aussi la déconnexion, je trouve, du gouvernement avec cette réalité qu'on vit tous. En fait, là, il n'est pas question de politisation. D'ailleurs, moi, ce qui me frappe, c'est dans les parents d'élèves, par exemple. Moi, c'est la première fois que je vois autant de parents d'élèves qui sont d'accord avec les manifestations et qui soutiennent les grèves des professeurs et qui se disent bon, un jour de plus, un jour de moins. C'est pas si grave que ça. Et je vous cache pas que j'en fais un peu partie. Mais il faut quand même. C'est un exploit. C'est un exploit. Je soutiens assez rarement les grèves de professeurs, mais là, pour le coup, je comprends très bien le ras-le-bol des directeurs d'école et des profs. Et en même temps, oui, je trouve que il a sa part de responsabilité, mais on fait quand même porter un chapeau un peu large. Mais ça, c'est un vrai Jean-Michel Blanquer. Écoutez juste Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il est allé très très fort sur Jean-Michel Blanquer. Écoutez les mots qu'il a utilisés. C'est ça qu'a réussi Blanquer. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à remettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas mal. Je pense qu'un crétin pareil est utile. Bon, c'est quand même. Faut laisser leur chance. Faut laisser leur chance au bon à rien. Ben oui, aussi, il y en a. Bon, toute plaisanterie mise à part. On n'en peut plus, quoi. Comprenez-le, c'est même plus idéologique ni politique. C'est juste, vous êtes prof, vous êtes directeur d'une école, les consignes changent tous les jours. Ou tous les 2 jours. C'est ingérable. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, interrogé par Alexis de la Fontaine. Et il est d'accord avec lui. Il est d'accord avec lui-même? Oui, avec Louis. Avec Louis. On se parle avec Jean-Luc Mélenchon. Ça vous surprend, Laurence, mais c'est vrai. Non, mais il y va un peu fort. Évidemment, le crétin utile, c'est pas utile. C'est la punchline du jour. Oui, Laurent, c'est la punchline du jour. Et je trouve que c'est les campagnes, c'est la campagne présidentielle, évidemment. Le président merde les non vaccinés. Mais il a dit crétin utile. Vous savez pourquoi il a dit utile? Parce qu'en fait, ça le sert. Ce qui se passe, enfin, vous savez, les oppositions cherchent des failles, cherchent à s'accrocher à quelque chose. Là, ils ont trouvé un totem. Jean-Michel Blanquer. Moi, j'ai horreur des lynchages. Vraiment, je vois même les titres de presse. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Michel Blanquer n'est pas le seul responsable de ce qui s'est passé. Si vous voulez, un ministre de l'Éducation nationale, on lui demande pas d'être un spécialiste des protocoles sanitaires. En revanche, on lui demande que l'application de mesures gouvernementales qui viennent d'autres ministères, comme le ministère de la Santé, s'applique le moins difficilement possible à l'école. Donc c'est peut-être sur cette partie-là qu'il a fauté. Ensuite, on voit bien, Jean-Michel Blanquer ne sera jamais lâché, il va pas démissionner, et parce que pour des raisons assez simples, on est à quelques semaines maintenant du premier tour de la présidentielle, on l'a oublié. 87 jours, cher Bruno. Vous avez le chrono, mais on a l'impression que ça a lieu dans
dans 2 ans, alors qu'en fait c'est demain. Et en fait, le gouvernement, Emmanuel Macron, a besoin de Jean-Michel Blanquer. Pourquoi? Pour 2 raisons. Il est gentil. La semaine dernière, il s'est essuyé les pieds sur son ministre de l'Éducation. Parce qu'il en avait besoin, mais parce que ça l'a. Bah oui, mais devant les lecteurs du Parisien, est-ce que franchement, c'est des méthodes. Alors, pour le coup, le nouveau monde. Je termine juste, Bruno. Je suis d'accord avec vous. Mais non, mais pour 2 raisons. C'est parce que Jean-Michel Blanquer parle à une partie de la droite et il a besoin de toucher cet électorat-là. Et le deuxième élément, c'est que dans les éléments de bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron, il n'y a pas énormément de choses sur beaucoup de sujets. Il vient de foutre en l'air, là. En revanche, non, mais on voit Emmanuel Macron parle tout le temps de son bilan sur l'éducation. Donc, alors, il est contestable son bilan. Je suis d'accord avec vous. Ah non, mais moi, je trouve que on sait qu'Emmanuel Macron a besoin de lui et s'il le débranche juste avant, et je passe la parole à Louis Salter sur le bilan en matière d'éducation et Jean-Michel Blanquer qui parle à la droite. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Dans Punchline avec Bruno Jeudi de Paris Match, qui feuillette Paris Match d'ailleurs, c'est très intéressant. Louis de Ragnel d'Europe 1 et Louis Salter de Marianne. Vous êtes d'accord sur le fait que, évidemment, Macron ne peut pas lâcher Jean-Michel Blanquer parce que c'est un des ministres qui parle à la droite? Oui, non, mais il ne le peut pas, il le fera pas. Mais en fait, on se concentre beaucoup sur le cas Blanquer, mais moi je pense que cette affaire est embêtante pour Macron lui-même en réalité. Pourquoi? Parce que là, on est dans un moment où les gens ne sont pas dans la campagne présidentielle, y compris parce qu'il y a le Covid. C'est-à-dire que là, la préoccupation quotidienne, c'est est-ce que je suis cas contact, est-ce que je suis positif, combien d'heures que je vais faire pour me faire tester, est-ce que je fais tester mon enfant lundi, mercredi, jeudi, combien de fois, quel est le nouveau protocole sanitaire. C'est ça les préoccupations immédiates et c'est aussi pour ça, au-delà de toute la désaffiliation politique et tout le phénomène d'abstention auquel nous assistons depuis un certain temps, c'est aussi pour ça que les gens n'ont pas la tête aux grands débats, aux grandes idées. Et Macron, en ce sens, le Covid lui allait plutôt bien parce qu'au moins la gestion de crise, il pouvait être crédité par une partie du pays d'une gestion pas trop mauvaise et notamment d'avoir maintenu les écoles ouvertes la plupart du temps où l'épidémie a sévi. Un des points forts de... Et là, voilà, c'était plutôt un point fort. Ça lui permettait en plus de consolider un socle électoral et de bénéficier soit d'une bienveillance, soit d'une généreuse indifférence d'une partie de la population qui, sur les sujets sanitaires au moins, n'allait pas l'attaquer. Et là, patatras, le Covid ressurvient dans la vie quotidienne et les tracas liés aux tests des enfants, à l'organisation de l'école, explosent à la gueule du gouvernement, à celle de Jean-Michel Blanquer, mais politiquement, ça retombe sur Emmanuel Macron. C'est pas Jean-Michel Blanquer qui brigue les suffrages des Français pour la 2e fois. Le 10 avril prochain. Il s'est pas gêné d'ailleurs pour le faire savoir, peut-être pas en direct d'ailleurs à son ministre, puisque devant les lecteurs du Parisien, il a lâché son ministre sur cette affaire. L'Élysée s'en défend aujourd'hui, évidemment. N'empêche que le président a pris ses distances avec son ministre, que évidemment dans ces cas-là, vous savez, la Macronie, ça fonctionne, c'est une vraie petite cour. Hein. Alors là, hop, il y en a un qui est blessé là dans la meute et les autres ils commencent à piétiner. Et vous avez vu fleurir depuis 2 jours dans la presse plein de commentaires désagréables sur Jean-Michel Blanquer. Les autres l'achèvent parce que le chouchou d'hier n'est plus le chouchou aujourd'hui et peut-être le favori d'hier. Oui, voilà, donc c'est comme ça, c'est la loi de la politique. Comme quoi, le nouveau monde a vraiment très vite appris les travers de l'ancien monde, c'est-à-dire comment lâcher un ministre. Alors demain, Jean-Michel Blanquer va s'afficher, sera aux côtés de Jean Castex à Lyon. Donc voilà, on va mettre tout ça en scène. Évidemment qu'ils ne vont pas le lâcher, qu'il ne va pas démissionner, ils ne vont pas offrir sa tête aux oppositions. Mais on entend par exemple que le président, dans son programme, prépare un grand volet sur l'école parce que finalement, ça n'allait pas ce qui s'est fait. Donc on va tout refaire, on a l'impression. Donc c'est quand même assez étonnant de la part, à mon avis, d'un ministre qui par ailleurs pour moi n'a pas démérité, quoi qu'on en pense. Enfin voilà, après on peut être d'accord, pas être d'accord. Il a sans doute été plus le ministre des parents d'élèves que le ministre des profs, mais je crois que les profs ils ont assez co-dirigé cette maison pour montrer qu'elle n'était plus en bon état, je trouve. Ce qui était intéressant dans les cortèges, c'est qu'il y avait évidemment la campagne électorale qui était là. Il y avait beaucoup d'opposants qui étaient dans les cortèges. Anne Hidalgo qui est venue, s'est d'ailleurs fait huer et siffler. On va écouter ce qu'elle a dit à propos de son soutien aux enseignants. C'est d'abord un soutien aux enseignants, au personnel, aux parents d'élèves aussi qui, depuis des mois, subissent des décisions souvent difficiles à comprendre. Ils sont mis au pied du mur, comme les maires d'ailleurs et les élus locaux. Donc c'est d'abord un soutien pour dire avec eux ça suffit, arrêtons de gérer la pénurie, arrêtons de déconsidérer notamment les enseignants
dans le rôle qui doit être aussi le leur à l'école. Et puis, de façon plus globale, c'est aussi, bien sûr, dénoncer cette politique éducative. Merci. Voilà pour Anne Hidalgo. On en est où à gauche, Louis Haussalter, en ce moment-là? Il y a Christiane Taubira, il y a Anne Hidalgo. Allez, sortez votre microscope, Louis Haussalter. Il y a une primaire, on n'y comprend plus rien. Sur les 2% de l'un et les 1% de l'autre. Non, l'épisode de la semaine, c'est que le Parti Socialiste s'entre-déchire pour savoir si Hidalgo doit aller participer à la fameuse primaire populaire, qui elle-même est conçue comme une machine à propulser Christiane Taubira, candidate à la dernière minute. Anne Hidalgo, qui sera la dernière des hidalguistes à maintenir la candidature, parce qu'elle veut absolument aller au bout en dépit des conseils de toute une partie du Parti Socialiste. Elle l'a encore dit ce matin d'ailleurs, elle veut aller au bout, elle présente un programme dans une indifférence assez générale. Ce matin, et Christiane Taubira doit faire une déclaration ce week-end, si je ne m'abuse, et participer normalement à la primaire populaire qui sera un vote en ligne. 2022, c'est pas le tour de la gauche, mais en fait la question c'est la survie de la gauche, c'est-à-dire et de quelle gauche en réalité. Là tout le monde veut se compter, le problème c'est qu'en réalité ils risquent de pas tous arriver à la fin. Je rappelle qu'en dessous de 5% des suffrages vous n'êtes pas remboursé, donc ça fait quand même un petit seuil de risque où les candidats vont avoir une réflexion sur est-ce que j'y vais ou pas. Arnaud Montebourg est en train de l'avoir, est en train de chercher la meilleure porte de sortie avec un éventuel ralliement à Taubira, ce qui n'est pas très cohérent idéologiquement, mais c'est un autre sujet. Donc voilà, tout le monde se compte. Celui qui surnage en fait là-dedans, c'est Mélenchon, qui, comme la dernière fois, on s'en rappelle peut-être pas, mais en 2017, entre le moment où Mélenchon se lance en campagne et le premier tour, il fait une ascension assez fulgurante dans les sondages, parce que sa campagne est bonne, parce qu'il arrive à imprimer, à fournir du spectacle, à fournir des beaux discours, des belles images, donc il crée quelque part l'événement de campagne à gauche. Pour l'instant, il n'est pas du tout dans les sondages à son score de 2017, il est plus autour de 10% qu'autour de 20%, mais c'est lui au moins qui peut surnager avec de toute façon sa position toujours constante de dire je ne participerai pas à la primaire parce que les désaccords idéologiques avec le reste de la gauche sont irréconciliables. Il a toujours été clair là-dessus. Donc voilà, lui pour le coup il pourra aller au bout. Mélenchon, comme disait Zemmour à propos de Marine Le Pen, il prépare 2027, 2032, donc de toute façon ils ne sortiront pas du jeu. Moi je trouve quand même qu'il y a une petite évolution par rapport à, je partage après ce que vous dites sur ce tableau d'une gauche complètement morcelée. Dans les enquêtes, et moi je m'en tiens à celles qu'on publie chaque jour à 17h sur le site de Paris Match, je trouve que quand même Jadot est un peu bousculé dans l'hypothèse où c'est Taubira. Parce que Taubira, mine de rien, alors on peut rigoler, elle est à 4,5, mais Jadot c'est assez à 6. Donc on voit quand même un moment où va y avoir un petit souci là, entre Jadot et Taubira. Si Taubira, il y a une toute petite, je crois pas une dynamique, mais un tout petit effet. Frémissement. Mais non, mais un tout petit effet, parce que ça n'ira pas beaucoup plus haut. Elle peut être au niveau de Jadot. Et là, comme déjà dans l'équipe Jadot, ça tangue un peu, il peut y avoir quand même à un moment ou à un autre un sujet. On est loin de la... c'est encore le temps de bouger quand même ce paysage à gauche. Louis Dragnel. Moi, ce que je trouve désastreux à gauche, c'est qu'il y a une représentation uniquement de courants minoritaires. C'est-à-dire que ce sont des niches, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont des scores de niche. Quand vous avez un score de 2-4%, ça s'appelle une niche. Et donc il y a une absence totale de courants majoritaires avec une gauche qu'on a connue par le passé. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils ont une responsabilité énorme dans le déroulement de cette campagne, notamment dans si vous voulez, les sujets de débat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, mais comme la crise sanitaire écrase absolument tout, eh bien, il y a plusieurs familles de droite, donc qui reviennent du coup au sujet de référence, retour aux sources, avec les sujets un peu faciles pour la droite, pour les droites de Zemmour, même j'élargis à Emmanuel Macron, sécurité, immigration. À gauche, il n'y a rien, et du coup, les polémiques chaque semaine. Non, mais vous avez regardé depuis 3 semaines ? Il y a 3 semaines, c'était... Un président sortant peut-il être candidat à sa réélection ? L'éternel débat sur le président en campagne. Ensuite, la semaine d'après, c'était sur les 500 parrainages. Pour ou contre, faut-il changer le système ? J'ai l'impression que c'est les sujets bateaux classiques qu'on retrouve depuis la nuit des temps, à chaque élection. Et donc, si vous voulez, ça a écrasé aussi toute capacité d'imagination. Et je trouve qu'il y a, dans cette campagne, en tout cas pour le moment, assez peu de créativité politique, parce que justement, il y a cette espèce de crise sanitaire qui écrase tout. Ensuite, pour revenir à ce que vous disiez, je suis assez d'accord avec vous, sur l'éclatement de la gauche, si on s'intéresse à ces niches, il y a des trucs assez hallucinant. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le site de la primaire populaire. Pas récemment, bizarrement. Figurez-vous que
il faut s'intéresser un tout petit peu quand même à ce système de la primaire populaire, c'est un truc hallucinant. Première chose, c'est l'organisation de la primaire populaire qui détermine qui va être candidat à cette primaire. Donc il y a des gens qui n'ont pas voulu être candidats, mais qui vont quand même être soumis au vote. Anne Hidalgo a dit « je ferme la porte à la primaire populaire », elle sera quand même testée. Jean-Luc Mélenchon a dit « je n'en ferai pas partie », il sera testé, tout comme Yannick Jadot. Donc c'est totalement incroyable, vous êtes candidat à votre insu. À l'insu de votre plein gré. À l'insu de votre plein gré. Et donc si quelqu'un à l'insu de son plein gré est désigné, je sais absolument pas ce qui se passe, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Et tout ça à 87 jours de la présidentielle. Exactement. Et si vous regardez, c'est assez incroyable parce que la primaire populaire a élaboré elle-même un programme. Et vous regardez le programme, par exemple, sécurité sur les aspects de police et d'immigration, c'est incroyable. Si Christiane Taubira est désignée par la primaire populaire, eh bien, il y a quelques idées, comme par exemple l'abrogation de la loi sécurité globale, l'abrogation de toutes les lois contre le séparatisme, l'abrogation des dernières lois antiterroristes, y compris celles que Christiane Taubira elle-même, quand elle était garde des Sceaux, a fait adopter. Désarmement des polices municipales. Vous voyez, non mais c'est pas des sujets anodins quand même, c'est des sujets quand même extrêmement clivants. Et donc, si Christiane, non mais c'est pour que aussi que les auditeurs le sachent, si Christiane Taubira est désignée par cette primaire populaire, eh bien il y a un certain nombre d'éléments du programme qui a été choisi par cette primaire qu'elle va devoir porter avec toutes les incohérences que ça peut représenter et tous les sujets de débat. Mission impossible, ça s'appelle ça va être en fait. Un tout petit peu compliqué. Primaire populaire. Louis Salter, elle a une chance de voir le jour cette. À la primaire, oui, elle aura lieu. La primaire, elle aura lieu. Oui, elle aura lieu, parce que ça fait longtemps que la machine est en route et qu'il y a des inscrits. Alors, il faut s'inscrire par Internet. Moi aussi, je suis allé sur le site, d'ailleurs. On est au moins deux y être allé. Il est pas mal fait. Et alors, le vote est gratuit, mais vérifié par la présentation d'une pièce d'identité, d'un numéro de téléphone avec vérification et d'une carte bancaire. Une carte bancaire. Ça, c'est pour authentifier l'identité des personnes. Évidemment, pour pas qu'il y ait des faux votants. Des bourrages c'est intéressant, parce qu'à la primaire de la droite, la même carte bancaire pouvait permettre l'adhésion de 4 personnes. Au Congrès, c'était payant. Là, oui, c'était payant. Il fallait payer. Oui, non, là, c'est une primaire. Mais au moins, il n'y a qu'une seule personne derrière. C'est une primaire gratuite. Moi, l'autre chose que Louis a souligné et que je trouverais, c'est sur les feuilletons, effectivement, qu'on a, les polémiques un peu stériles qu'on a depuis le début de la campagne. Un jour, c'est les parrainages, un jour, c'est Macron fait-il campagne avec l'argent du contribuable. C'est vrai que c'est un peu toujours la même chose. Et c'est la couverture qu'on fait dans Marianne cette semaine. C'est en fait le pourrissement de la campagne, le risque de pourrissement de la campagne. C'est-à-dire, on a énuméré tous les sujets dont on risque de ne pas parler, et il y en a beaucoup pendant cette campagne, à cause du Covid, et aussi à cause du fait que Macron focalise l'attention là-dessus avec ses propos sur emmerder les non-vaccinés, et à cause du fait qu'effectivement, on soulève plus ce genre de marronniers, pour parler journalistiquement, que les sujets de fond qui pourtant se posent et qui sont nombreux. Et s'extirper du fardeau du Covid pour aller vers les vrais débats, ça s'annonce un calvaire, mais on va essayer de le faire quand même. Merci. On va faire une toute petite pause. Nous, on se retrouve dans un instant. On va parler de ce qui se passe à la droite de la droite. Ça bataille sec. En tout cas, ça emploie des noms d'oiseaux entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. À tout de suite.